traverser l'épreuve du cancer, c'est quelque chose qui va vous marquer à vie. Et il faut apprendre aussi à s'écouter, à se protéger. Et c'est ce que j'essaye de faire. Bienvenue dans De vous à nous, le podcast de l'ICANS, l'Institut de cancérologie de Strasbourg-Europe. Issu de l'alliance de deux établissements leaders dans le traitement du cancer en Alsace, l'ICANS concentre la pointe de la technologie en matière de cancérologie, tant sur le plan humain que technique. À travers ce podcast, nous avons recueilli les témoignages de professionnels, de chercheurs et de patients afin de vous faire découvrir leur travail, leurs avancées, leurs combats communs contre cette maladie. En ce moment, et comme chaque année, la campagne Octobre Rose bat son plein et propose de lutter contre le cancer du sein en informant et dialoguant. C'est dans le cadre de cette campagne que l'ICANS se mobilise et vous propose une série de 3 épisodes dédiés à ce sujet. Au cours du traitement pour lutter contre la maladie, il est important d'être entouré. Que ce soit par l'équipe soignante, la famille ou les amis, ces relations aident les patientes à surmonter les épreuves. Quels sont les effets secondaires qui peuvent impacter la vie familiale ? Comment aborde-t-on cette question avec ses enfants ? Quelle est la place du conjoint ou de la conjointe dans le processus de guérison ? Et où peut-on trouver un soutien psychologique extérieur ? C'est ce dont nous parlerons dans cet épisode. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Je m'appelle Thierry Petit et je suis oncologue médical. Oncologue est un terme générique pour dire un médecin qui traite le cancer. Avant, on disait cancérologue, maintenant on dit plutôt oncologue. Donc, c'est un médecin qui, grâce à ses soins, traite le cancer. Maintenant, il y a différents moyens de traiter le cancer. Souvent, ces moyens sont complémentaires. Ils ne s'excluent pas l'un de l'autre. Souvent, ils se succèdent. Donc, il y a un chirurgien qui opère et qui enlève des tumeurs, c'est aussi un oncologue, un chirurgien oncologue. Le radiothérapeute, souvent, il aime bien se faire appeler oncologue radiothérapeute, donc il traite avec des rayons. Et moi et d'autres, oncologues médicaux, on traite avec des médicaments. Et les médicaments, il y a la chimiothérapie, qu'on imagine toujours agressive, qui fait tomber les cheveux, c'est caricatural. Il y a des traitements hormonaux, ou anti-hormones qu'on va utiliser dans certains cancers, notamment le cancer du sein. Et puis, il y a maintenant ce qu'on appelle des thérapies ciblées. C'est très à la mode. C'est des médicaments qui ont normalement une spécificité pour attaquer que la cellule cancéreuse et pas la cellule normale. Lorsqu'on est atteinte d'un cancer, comment on fait pour anticiper et pour gérer les effets secondaires qui peuvent impacter sur la qualité de vie ? On est inégaux. Donc, on est aussi inégaux face aux effets secondaires des traitements. Et donc, un même traitement peut être très bien toléré chez quelqu'un et très mal toléré chez un autre. Il y a parfois des inégalités. Mais enfin, néanmoins, le médecin est là pour essayer d'aider les gens face à ces traitements. Et donc, la première étape, c'est certainement les explications. Parce que souvent, je suis étonné, les premières réactions, souvent, les gens ont plus peur du traitement que de la maladie. Et c'est étonnant, mais c'est la réalité. Et donc, ils sont prêts à affronter la maladie, à prendre des risques face à une maladie qui, malheureusement, on sait, peut être mortelle quand même. Donc, il faut faire les choses correctement. On peut guérir, on guérit, mais il y a quand même des choses à faire et des choses à ne pas faire. Elle est due à quoi, cette peur ? À une mauvaise compréhension de la situation et peut-être aussi parce que parfois, l'équipe médicale n'explique pas suffisamment la situation, les objectifs, l'ambition de guérir. Mais aussi qu'il faut faire les choses de manière sérieuse et se donner du temps. Parfois, il faut être prêt à mettre un intervalle dans sa vie, une parenthèse de 6 mois, 1 an, pour se dire, voilà, il faut que je me débarrasse de ça et après, je repars à neuf. Et je disais aussi se faire aider par des associations, des femmes, parce qu'on parle du cancer du sein, donc des femmes qui ont connu les mêmes choses et qui vont dire, oui, mais tu vois, mais j'ai eu ça, mais voilà, vois où j'en suis. Par exemple, la reconstruction mammaire, une femme qui montre à une autre sa reconstruction mammaire, ça a toujours... C'est extraordinaire pour une patiente parce que ça l'encourage, parce qu'elle voit un résultat tout à fait satisfaisant chez une autre personne. Donc voilà, être accompagné est très important et ça aide à bien supporter les effets secondaires. En fait, souvent pour la patiente,
Ce qui est aussi important, c'est les personnes qu'elles voient chaque jour, le jour où elles viennent en traitement. Et c'est ces personnes-là qui vont laisser un goût amer de la journée, ou au contraire un moment finalement de partage, on va pas dire de bonheur, il ne faut pas exagérer, mais de partage, de fraternité. Et donc c'est qui ? C'est les gens qui sont dans la salle d'attente, donc les autres patientes. Il y a cette sorte de groupe qui peut être fraternel, de patients qui avancent en même temps dans le traitement, semaine après semaine. Puis il y a aussi les personnels infirmiers, kinés, tout ça, qui participent aux soins, évidemment, et qui peuvent transformer la vie de la patiente aussi. Il n'y a pas que le médecin. Tous ces gens sont très importants. Le kiné, pour retrouver une mobilité après la chirurgie du sein. L'esthéticienne, parce que voilà, j'ai plus de cils, j'ai plus de cheveux, mes cheveux repoussent, j'avais des cheveux épais, maintenant ils sont tout fins, ils sont moches. Et puis, comme je redis encore, le conjoint ou la conjointe, la personne qui accompagne, la personne de cœur qui est là, qui est un élément important. Et on voit bien que pour certaines personnes, c'est une grande peine supplémentaire de réaliser qu'elle ne peut pas partager sa souffrance avec le conjoint, quoi. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes innovations, des différents progrès en matière de traitement ? Donc il y a des progrès techniques, chirurgie moins invasive, moins agressive, la radiothérapie qui a un rayonnement, des radiothérapies plus ciblées, qui irradient moins en dehors de la cible, qui irradient moins de tissus sains, parce que moi j'ai connu aussi plus jeune des dégâts dus à la radiothérapie sur les tissus sains. Tout ça, ça diminue de manière tout à fait impressionnante. Et moi, donc avec mes médicaments, donc on a de nouveaux médicaments qui sont pour certains moins toxiques, certains plus faciles à administrer, moins de perfusion, plus de traitements oraux, donc possibilité de faire ces traitements à la maison, et des traitements plus efficaces. On soigne, on guérit plus de gens. Je m'appelle Isabelle Kremser, j'ai 45 ans et je suis maman de 2 filles de 10 et 16 ans. Je suis Carole Hilde, chirurgien-scénologue à l'Institut de cancérologie Strasbourg Europe. Alors Madame Kremser, vous avez été atteinte d'un cancer du sein. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous en êtes rendu compte ? Donc mon diagnostic, il a été posé en juin 2015. Et donc ça s'est passé à la suite d'une observation que moi j'avais faite en prenant ma douche, où j'avais senti une petite boule sur le côté du sein droit. Et donc voilà, au début je me suis pas inquiétée, parce que je me suis dit ça peut être la fatigue, c'est pas la première fois que je sentais un ganglion qui ressortait un peu plus que d'habitude. Et puis finalement ça ne partait pas, et au bout de quelques semaines, je me suis dit, il va falloir aller consulter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé la biopsie et je savais, vu que ce ganglion ne partait pas, je savais déjà que c'était pas bon signe. Donc psychologiquement, je pense que j'avais déjà commencé à intégrer qu'on allait m'annoncer une mauvaise nouvelle. Et puis paradoxalement, c'est donc pas forcément le mot cancer qui m'a fait peur sur le coup, mais c'est quand on m'a annoncé mon protocole avec de la chimiothérapie. Et c'est là où j'ai pris conscience que vraiment, s'il y avait de la chimio, c'est que c'était grave. Quand on vous l'annonce, moi j'étais avec mon mari et la première chose qu'on s'est dite, c'est vous devez me guérir parce que on a 2 enfants. Donc on a tout de suite pensé à eux. Et puis oui, rapidement on se dit mais comment on va leur dire, et comment moi dans mon cas j'allais l'annoncer à mes parents, parce que mes parents n'habitent pas la région. Donc il y avait aussi la notion de distance qui rentrait en ligne de compte. Et c'est là où vraiment j'ai fait appel à tout l'encadrement qui est proposé dans ces structures, et où moi je me suis énormément appuyée sur la psychologue pour
pour avoir des conseils et avoir les bons conseils, comment aborder mes enfants, comment aborder mes parents. Et c'est grâce à ces conseils-là que, j'allais dire, on a aussi avancé un peu plus sereinement dans ces étapes et que on a probablement aussi évité d'effrayer les enfants, de leur faire peur. On leur a présenté aussi comme un parcours de vie et qu'on allait passer au travers et que ça allait être compliqué, mais que ça allait bien se passer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la rencontre, la prise en charge avec l'ensemble de l'équipe soignante ? Une fois que vous avez l'annonce, tous les rendez-vous médicaux, ça s'enchaîne, parce que vous êtes... Il n'y a plus rien qui compte. Vous avez votre agenda qui se remplit de différents rendez-vous. Dans mon cas, on a commencé par la chirurgie. Donc, c'était tout pour préparer la chirurgie le plus rapidement possible. Et donc, vous êtes pris dans ce tourbillon. Et en même temps, ce que j'évoquais avant, vous devez répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc, moi, j'ai été... particulièrement insistante sur les questions. J'ai eu besoin de vraiment beaucoup d'échanges, et notamment avec Dr Hilde, qui est toujours mon médecin, qui était ma chirurgienne avec un autre chirurgien référent à l'époque. Et franchement, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'avoir les réponses à mes questions. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. J'avais besoin de connaître mon dossier dans le détail. Et j'ai trouvé mes réponses auprès des chirurgiens dans un premier temps, mais aussi tout au long de mon parcours, par les infirmières, par les diététiciennes, par les onco-esthéticiennes, et tout ce qui est proposé. J'ai toujours réussi à avoir les réponses que j'attendais et à m'aider, quoi. Très bien. Docteur Hill, vous nous disiez précédemment que vous êtes chirurgien scénologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail quel est votre rôle dans la prise en charge des patientes ? Alors le chirurgien, il fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui va prendre en charge le patient pour ses traitements. Comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent le premier médecin que les patientes verront pour la prise en charge. On a différents rôles. On a un rôle d'annonce, de réexpliquer la maladie. On va faire une proposition thérapeutique et techniquement, effectivement, le chirurgien, il va opérer, il va aller enlever là où les tumeurs, une partie du sein, tout en essayant de respecter l'esthétique du sein. On fera aussi un geste ganglionnaire au niveau des ganglions du creux axillaire. De temps en temps, on sera amené à enlever le sein dans sa totalité, c'est-à-dire faire une mastectomie, éventuellement de pouvoir le reconstruire de façon immédiate ou plus tardivement. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est aussi de se coordonner avec le reste des médecins de l'équipe. Alors il y a la prise en charge personnalisée de la maladie, déjà, c'est-à-dire que c'est l'équipe pluridisciplinaire qui va faire une proposition de prise en charge qui sera adaptée au patient et à sa pathologie. Et ensuite il y a le parcours personnalisé de soins, où là il y a différentes étapes. Il y a l'étape de l'annonce, où là on va expliquer la maladie, ses effets, les traitements qu'on va proposer. Ça peut être complété par une consultation avec un soignant, souvent une infirmière, on appelle ça une infirmière d'annonce, qui va voir la patiente avec ses proches et qui va avoir du temps pour répondre à leurs questions, leurs inquiétudes, et qui sera un repère aussi pour toute la durée de la prise en charge, le long des traitements. Et une prise en charge personnalisée, ça sera aussi d'évaluer les besoins spécifiques du ou de la patiente, avec possibilité de proposition d'un accompagnement psychologique, de voir une diététicienne, une kinésithérapeute, une socio-esthéticienne, éventuellement une assistante sociale. C'est vraiment le but, c'est d'assurer un accompagnement global de la patiente. Je confirme ce que Dr Hilde dit, c'est que quand vous entrez dans une grande structure comme l'ICANS, vous avez toute une panoplie de professionnels qui sont à votre disposition et qui sont formés pour ça. C'est-à-dire que quand vous êtes à chaque étape de votre parcours, vous avez une compétence, des personnes qui sont formées et qui vont intervenir à ces moments-là parce que vous en avez besoin à ces moments-là. Et quand vous n'en avez plus besoin ou quand vous n'en ressentez plus le besoin, c'est des gens qui sont aussi
qui prennent une certaine distance pour vous laisser avancer et faire votre cheminement aussi personnel. Et ça, c'est toute la difficulté, je pense aussi, de votre métier. C'est que vous êtes là quand les patients en ont besoin. Et d'un autre côté, quand les patients demandent moins, vous prenez le recul qu'il faut. Et même si je pense que parfois, vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qui se passe, comment cette patiente évolue. Et puis, voilà. Moi, je trouve que c'est admirable d'avoir toutes ces compétences et toute cette disponibilité pour vous, quoi. Est-ce que vous avez fait appel à des groupes de parole, des associations qui vous ont aidé à mieux appréhender la maladie et votre traitement ? Alors, moi, ma réaction, elle a été la suivante, c'est que quand je suis rentrée dans mon parcours de soins, moi, je me suis un peu mise dans ma bulle et j'étais focalisée sur ce qui m'arrivait, mon protocole, mes soins, etc. Donc, j'ai beaucoup écouté mon corps, je me suis beaucoup écoutée et concentrée sur moi et mes proches et ma famille. Donc, moi, j'ai pas ressenti le besoin et j'en avais pas envie non plus d'échanger et de raconter mon histoire dans des groupes de parole. Mais ça, je tiens à dire que c'est vraiment propre à chacun et qu'il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de bonne recette. Il faut le faire comme on l'entend. Et j'ai rencontré un peu plus tard dans mon parcours des personnes qui en ont eu besoin et qui l'ont fait. C'est comme je parlais de la psychologue, j'ai aussi rencontré des gens qui n'ont pas ressenti le besoin de s'appuyer d'une aide psychologique. Moi, c'était pas mon cas. Donc, c'est un parcours qui est propre à chacun et il faut le faire comme on le ressent. Moi, j'ai arrêté de travailler du jour au lendemain quand j'ai eu mon diagnostic pendant 21 mois. Et donc, ensuite, j'ai repris mi-temps thérapeutique pour reprendre ensuite à 100%. Donc, maintenant, j'ai la chance d'aller bien et de pouvoir continuer mon activité professionnelle. Mais je voulais souligner aussi l'importance du retour au travail et du rôle de l'employeur dans la reprise du travail. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des échanges avec le médecin du travail de mon entreprise avant de reprendre et pour discuter des conditions justement de reprise, ce que j'étais prête à faire ou à ne pas faire. Et je sais qu'en fonction des professions, c'est pas forcément toujours facile et toujours le cas. Et donc, c'est important de le prendre en considération parce qu'on est coupé de ce monde-là pendant tout le temps des traitements. Et le retour, ça demande aussi une préparation et une prise en charge. Et bien souvent, il y a encore des traitements qui sont en cours et qui ont des effets secondaires. Et ces effets secondaires, il faut les concilier aussi avec la reprise du travail et ce qu'on attend de vous dans le milieu professionnel. Et en échangeant avec le docteur Hilde, c'est ce que je disais, c'est que moi, ça fait 5 ans maintenant, je suis en rémission et il y a encore 1 an, j'étais pas prête à parler comme je le fais aujourd'hui, parce que c'est un parcours qui est long, qui demande de prendre aussi beaucoup de recul. Et il faut laisser faire le temps. Moi, je voudrais dire un mot sur l'activité physique, en fait. Parce que, voilà, le moment de l'annonce, ça va être un choc. Les patientes peuvent se sentir abattues. Mais souvent, de garder ces activités de la vie quotidienne, de prendre aussi du temps pour soi
Et de faire de l'activité physique, paradoxalement, ça va permettre de mieux supporter les traitements, de mieux gérer sa fatigue. Ça, je pense que Isabelle, éventuellement, peut en parler aussi. Mais voilà, de prendre ce temps pour soi, d'avoir une activité physique régulière, que ce soit pendant les traitements et de le maintenir après les traitements. Alors évidemment, il ne s'agit pas pendant une chimiothérapie, la marche, de s'entraîner pour un marathon, mais exactement de la marche tous les jours. Et là, ça va permettre de se lever, de s'habiller, de sortir de chez soi, de continuer à faire des choses. Bien sûr, ça n'arrive pas forcément tout de suite, mais ça peut venir. Et on parle d'activité physique adaptée de toute façon. Exactement, c'est l'activité physique adaptée. Et souvent, ça, on en parlera à la fin des traitements lourds comme la chimiothérapie. Mais il y a des programmes d'activité physique adaptée pour aider les patients à reprendre une activité physique, à les accompagner, que ce soit adapté à leur pathologie, à leur âge aussi. Mais voilà, il y a plein de programmes maintenant. Il ne faut pas hésiter à demander aux médecins référents. On a plein de choses à proposer. Moi, je me suis inscrite pour faire du rameur. Donc, c'est un sport qui est conseillé, mais parmi tant d'autres. Il y a de la boxe, il y a de l'escrime, et il y a des choses qui sont moins violentes aussi pour les femmes qui le souhaitent. Les femmes et les hommes, d'ailleurs. Parce que dans mon groupe de rameurs, il y avait pas seulement des cancers du sein, il y avait aussi d'autres types de cancers. Et on a constitué un groupe, et ça fait partie des belles rencontres du parcours aussi. Et l'intérêt de continuer cet exercice physique adapté, c'est que vous avez un coach. Vous ne faites pas n'importe quoi, on vous conseille. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, on vous aide aussi à les faire d'une autre manière. Et vous êtes encadré. Donc c'est rassurant aussi. Est-ce que, pour conclure, vous voulez ajouter quelque chose dont on n'a pas encore parlé ? Pour moi, il y a parmi toutes les choses importantes, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne, c'est l'impact sur la vie de couple. Donc, moi, mon mari a toujours été extrêmement positif sur ce qu'on était en train de traverser. Et ça, c'était très important parce qu'il a tout le temps été derrière moi. Il m'a soutenu, il était là pour les annonces. On était là pour prendre des décisions ensemble quand il a fallu en prendre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que quand, en plus, vous devez faire face à des complications de couple en même temps que ça, ça complique encore les choses et ça n'aide pas la patiente à traverser cette épreuve qui est déjà très compliquée. Et en tout cas, ça ne va pas l'aider à guérir. Donc, moi, mon mari a toujours été très positif et a toujours été derrière moi. Et c'est vrai que même aujourd'hui, avec le recul, quand on a des épreuves compliquées de la vie de tous les jours, de couple, c'est un peu devenu une référence en se disant, on a traversé le cancer, voilà, le reste, on peut le traverser aussi. On s'était toujours dit, le cancer, soit ça va nous séparer, soit ça va nous rapprocher. Donc on est passé, on l'a surmonté ensemble et on s'en sert de référence quand il le faut, quoi. Et puis je voulais aussi parler de l'importance des amis, des vrais amis, des gens qui sont là et qui sont là dans les moments difficiles, mais sont là aussi quand vous allez bien et que vous avez envie de vous changer les idées et de penser à autre chose. Et ça, c'est important de mentionner ces gens-là dans les discussions aussi, parce que ça fait partie de l'entourage. Et les vrais amis ont leur rôle aussi à jouer dans l'accompagnement des personnes malades. Nous espérons que ce 2e épisode de vous à nous vous a plu. Vous
pouvez retrouver les suivants sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Google Podcast. Pour plus d'informations sur la lutte contre le cancer, rendez-vous sur le site de l'ICANS, www.icans.eu. À bientôt.